C'est que quand tu vas aller lire un article sur un sujet, souvent tu vas aller en lire un autre, donc ils sont très bons. Si je devais garder qu'un seul indicateur, ce serait celui qui est le moins facilement fakeable, ça va être le nombre de referring domaines dofollow différents. Il n'y a pas une bonne façon de faire du netlinking. Je veux dire, des millions de conseils sur LinkedIn, sur Twitter. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui est capable de dire qu'est-ce qu'un vrai bon lien. Tu prends un moins 20, moins 30% de visibilité et que tu sais pas l'expliquer et tu te dis mais comment je fais maintenant? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Position Zéro. Position Zéro, c'est le podcast que nous avons créé, Thomas Meyer, à qui je vais poser une question tout de suite, et moi-même, Luca Fancello. Le podcast, le sujet principal, c'est le SEO, le référencement naturel, mais aussi le business en ligne. Aujourd'hui, on est avec un super invité, Kevin Richard, que je vais présenter juste après. Mais avant ça, quand même, un petit peu pour se détendre dans le groupe. Thomas, comment tu vas ? Très bien. Très bien, toujours là, toujours un plaisir d'enregistrer ces épisodes de la saison 3 avec toi. Pareil, et Kevin, t'es en forme ? T'es prêt à envoyer un peu ? Au top, ouais, carrément. Je suis là pour ça. Nickel. Il est là pour Alors, des quiz. Ouais, c'est ça. Alors pour l'anecdote, pour ceux qui écoutent, bon, ceux qui ne nous voient pas en vidéo, les deux, ils ont un grand soleil devant eux. Bon, ben moi, je suis à Strasbourg, il fait froid, je me les caille, mais bon, voilà. Vous étonnez pas si certains ont des t-shirts, d'autres des pulls. Hein. C'est qu'à la base, on salles, avait deux même ambiances. pensé à le faire ensemble, ce podcast avec Kevin. On s'est dit, Ouais. mais tiens, mais viens, on se capte, Exactement. on le fait à Maurice, on le fait à La Réunion, on est juste à ça, l'océan ça. Indien qui nous sépare. Excellent, trop bien. Je vais dire un petit mot avant de démarrer sur le sponsor de la vidéo, c'est Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme d'achat de liens où vous pouvez acheter des liens avec un super rapport qualité-prix. Ça commence à 7-10 euros, donc honnêtement, des très bons liens pour un super prix. En plus de ça, Linkuma, vous pouvez aussi leur déléguer un petit peu la gestion avec une super équipe. Mohamed, Jérémy, on a souvent parlé d'eux. Ils sont très humains, qui ont une approche très humaine du netlinking. On va en reparler de toute façon dans la vidéo un petit peu plus tard. On les présentera plus en détail. Mais avant ça, je vais présenter ce grand monsieur Kevin Richard. Donc Kevin, toi, tu viens du monde du SEO Black Hat. Alors je précise quand même tout de suite, là actuellement, dis-moi si je me trompe, si j'ai mal compté, mais ça fait plus de 18 ans que tu fais du SEO, c'est bien ça? Écoute, bah ouais, techniquement, c'est ça. Techniquement, c'est ça, ouais. Attends, J'étais au 24, collège, quoi. J'étais au collège. Moi aussi. Même pas. En primaire. Mais ouais, parce que pour vous dire un petit peu, Kevin, il a commencé le SEO en 2007. Alors au départ, en 2007, c'était pas le SEO d'aujourd'hui, c'est sûr. Donc pour vous dire, il va y avoir pas mal de retours, pas mal de feedback. Aujourd'hui, tu as aussi créé un outil SEO qui s'appelle SEO Observer. On mettra un petit lien dans la description. C'est aussi un super outil que moi j'utilise pas mal. J'ai pas mal aussi d'autres confrères. La semaine dernière, on faisait des démos encore, donc c'est très cool. Et sinon, niveau perso, tu habites à l'île Maurice depuis le début d'année. Donc ceux qui regardent la vidéo, ils voient que tu as même mis le t-shirt île Maurice depuis l'année dernière. Ouais, pardon, je vois que tu me fais un petit signe. Donc voilà, donc très cool. Et en plus de ça, à côté de ça, tu as fait un petit peu de la moto sur piste, donc assez original. C'est pas forcément ce qu'on entend en général. À côté de ça, tu fais un marathon, tu prépares un marathon. Là, tu as fait de la moto sur piste à assez haut niveau. T'as pas fait le moto GP, mais en tout cas, tu étais sur la plus haute catégorie amateur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Écoute, non, je pense que c'est un bon résumé. Je pense que c'est un très bon résumé, merci. Magnifique. Alors on va commencer du coup par le premier format de ce podcast, Kevin. Un format très court, très concis, très succinct, qu'on aime beaucoup. La marmite du SEO. L'idée derrière ce format, c'est de comprendre comment toi tu es tombé dans cette marmite du SEO et surtout pourquoi au fil du temps tu as décidé d'y rester et d'en faire ton métier aussi. Bah, en fait, au début, moi, je travaillais dans un site, je travaillais dans une entreprise qui construisait à l'époque des maisons écologiques, des maisons un peu basse consommation et tout. Et en fait, j'étais là-bas en apprentissage, mais vraiment pour un truc qui n'a rien à voir. C'était plutôt de la qualité. C'était mes fins d'études en fait. J'étais là-bas pour ça et j'ai vu que à l'époque, leur site, il était nul. C'était un site en flash. Il y avait 5 visiteurs par jour et les 5 visiteurs, c'était les gens de la boîte en fait qui allaient dessus et qui rafraîchissaient. Et en fait, moi je m'étais
formé, on va dire, à la conception web sur le site du zéro à l'époque. C'était donc HTML, CSS. Et je leur ai dit, bah, si vous voulez, on refait le site de manière un peu plus fraîche, un peu plus moderne et tout. Donc j'ai fait ce que je savais faire. Et rien que le fait d'avoir modifié le site, d'avoir transformé un site Flash en site accessible, rien que ça, déjà, ça a augmenté le nombre de visiteurs. Le nombre de visiteurs augmentait, on a fait x4, il y avait 20 visiteurs par jour. Et donc, du coup, ils m'ont dit, mais attends, mais t'as fait quoi? C'est quoi cette sorcellerie? C'est quoi cette magie? C'est quoi ce truc de fou? On a fait x4, machin. Et j'ai dit, bah attendez les gars, je vais vite fait me former, voir comment on peut continuer. Donc WebRank Info, SEO Sphere et tout. Et là, ben, j'ai découvert les trucs old school, hein, l'inscription du site dans des annuaires. Donc je faisais ça un petit peu. Et puis là, un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un contact. Un mec qui est venu, qui a dit ouais, je suis intéressé par vos maisons, comment on peut faire pour travailler ensemble. Ils m'ont dit mais c'est quoi ce truc de dingue? Le mec il nous connaissait pas, il nous a connus à travers le site, mais tu te rends compte de la puissance et tout? J'ai dit ouais non, je sais pas, ok. Et ils m'ont dit bah écoute, vas-y, oublie là, tu faisais un apprentissage sur un truc, tu switches, on veut que tu fasses que ça, tu fais que ça et tu nous fais venir des leads. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, je me suis formé vite fait. Bah, création de backlink semi-automatisée un petit peu, voilà. À l'époque, la belle époque des communiqués de presse, les inscriptions dans les annuaires, la création de pages satellites. Tu vois, il y avait maison écologique, maison passive, maison basse consommation. Et ben c'est parti, on fait une page de chaque. Maison passive Strasbourg, maison passive Savoie. Allez, c'est parti, hop, donc 200 pages, 300 pages, bon bref. Ce truc-là, voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est comment j'ai atterri dedans. Et puis après, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, une fois que le travail il a été fait, que le site il était un peu premier sur toutes ces requêtes, ben, j'avais plus trop de raison d'être là. Et après, ce qui s'est passé, c'était 2008, c'était la crise financière mondiale. Donc, plein de boîtes qui ont mordu la poussière, on va dire. Et bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai gardés en tant que clients et j'ai fait ça pour d'autres entreprises. Je sais pas, du forfait mobile, enfin, pas mal de trucs. Et après, je suis allé rapidement dans la e-réputation. Voilà un petit peu un résumé de comment je suis tombé dedans et comment j'y suis resté. Un beau parcours. Franchement, et ça permet de voir le SEO aussi de l'ancien temps, tu vois, il y a plusieurs années où tout paraissait plus simple en fait, tu vois. Ouais, Il c'était le suffisait Far West. parfois des fois de prendre un mot-clé, d'envoyer quelques backlinks, de faire des pages en masse et tu pouvais ranker, faire du business. Et c'est vrai que ça avait l'air assez C'est magique ça. parce que c'était les prémices du net, tu vois, mais quand C'est tu ça. regardes le C'est SEO ça. D'ailleurs, c'est une question, quelles sont selon toi les grosses différences entre le SEO d'aujourd'hui, de 2025, et le SEO de toi que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as vu de majeur dans l'évolution du concept? Bah, en fait, moi, il y a vraiment un truc en particulier que j'ai senti, c'est euh, le fait que Google de plus en plus euh, donne de l'importance aux signaux utilisateurs, au trafic sur les sites, à toutes ces choses-là, avec, bah, on pense avec Chrome, mais pas que. Ça a vraiment été un shift. À l'époque, il était un petit peu aveugle sur ces questions-là. Et bon, à l'époque, c'était ouais, Firefox et Internet Explorer, et puis c'est tout. Et puis ensuite, Chrome est arrivé, a commencé à tabasser. Et ça, pour moi, ça a vraiment été un truc qui fait qu'on pouvait plus, on n'a plus pu faire du SEO comme avant. Il y a eu le fait qu'il s'est quand même amélioré sur la compréhension des textes, sur le fait de se dire ah bah tiens, ces deux mots-clés là, c'est la même chose. Alors qu'avant, il fallait faire bah, un mot-clé, un texte, et puis voilà. Il y a eu un énorme changement qui a eu lieu, c'était l'apparition du Not Provided. Avant, on avait les mots-clés des gens. Les gens, ils arrivent sur ton site, il y avait le mot-clé. C'était incroyable. Ça, c'était une mine d'or en information. Mais bon, il y a eu un gros shift. Finalement, avec du recul, tu te dis c'est quand même peut-être pas plus mal pour la vie privée des gens parce que c'est un énorme pouvoir. Si tu sais quelle IP a tapé quel mot-clé, ce qu'il a fait sur ton site et tout, enfin, c'est trop, avec des cookies évidemment. Donc voilà, ça a pas mal changé. Pour moi, le plus gros truc qui fait que le SEO se fait de manière un peu différente par rapport à avant, même si les piliers sont restés les mêmes, c'est la prise en compte des signaux utilisateurs. Et là, du coup, moi, c'est ça qui a fait que
j'ai une opinion assez tranchée là-dessus et je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. C'est que moi, pour moi, le contenu qu'il faut faire pour un site maintenant, vu que Google observe le comportement de l'utilisateur, c'est du contenu qui plaît aux gens en fait. Et c'est pas tu as utilisé 3 fois tel mot-clé, tu es sur tel ratio, tel indice, mon cul et compagnie. Pour moi, ça doit vraiment être quelque chose qui plaît à l'utilisateur et j'ai des sites qui rankent avec zéro contenu, juste un tableau. Parce que le tableau, il répond exactement à ce que le mec, tableau, liste de prix, liste de dates, liste de trucs, emballer c'est peser. Et le truc reste et rank et c'est exactement ce qu'attend l'utilisateur. Et c'est ça pour moi qui a vraiment changé. Avant, c'était utilise 3 fois tel mot-clé, puis 5 fois celui-là, etc. Et voilà. Et je trouve que c'est pas plus mal finalement, parce que ça donne une prime un petit peu à un contenu un peu meilleur. Les résultats sont quand même… Bon, il y a pas mal de choses à redire sur les résultats de Google, mais ça reste quand même globalement plus propre qu'à une certaine période. Et tu vois, tu parles de signaux utilisateurs, justement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et pour moi aussi, ça va être décisif en 2025. Est-ce que tu peux nous dire un peu, en fait, qu'est-ce qu'on met sous ce terme, tu vois, parce que c'est un peu le terme qu'on utilise, mais il n'y a pas vraiment de définition précise. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu mets dans ce terme et qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs pour renforcer leurs signaux utilisateurs en 2025? En fait, moi là-dessus, mon approche… Alors déjà, sur les signaux utilisateurs, il y a eu les Google Leaks récemment, donc qui donnaient pas mal d'infos sur est-ce que l'utilisateur y revient, est-ce qu'il passe du temps, est-ce qu'il interagit, etc. Là-dessus, vraiment, je pense que Google a tellement de données que ça ne sert à rien d'essayer de trouver des hacks. Parce qu'à un moment donné, on pouvait aussi faire un truc. Si le mec il appuie sur sa page précédente de navigateur, on l'envoie vers une autre page du site. C'est possible de pousser ce genre de choses. Mais à la fin, en fait, c'est toujours une course entre le chat et la souris. Et à mon avis, le meilleur conseil, c'est d'essayer de vraiment… C'est assez basique, mais c'est de vraiment essayer de faire un contenu qui fait que l'utilisateur a envie de revenir. J'ai l'impression d'entendre Matt Cutts ou John Mueller, donc génial, super le conseil, merci. Non, mais plus sérieusement, parfois il y a du contenu super long qui saoule et qui a clairement été créé pour des robots. Parfois, si tu le remanies un petit peu, si tu le coupes, si tu le raccourcis ou que tu l'allonges, tu rajoutes un truc tout bête. On prend la niche par exemple voyage. La niche voyage, comment est-ce que tu fais pour avoir un max d'interaction utilisateur ou un truc qui accroche les gens? La fausse réponse pour moi, c'est de commencer à se dire il me faut à peu près 1000 mots et il faut que j'utilise 3 fois tel truc, etc. Ça pour moi, c'est la mauvaise réponse. Pour moi, la bonne réponse, c'est de dire comment est-ce que je vais faire pour apporter vraiment de l'information authentique à l'ère de l'IA. Donc, je vais essayer d'avoir des infos de première main avec des photos prises directement, avec des avis de gens qui y sont vraiment allés. Pourquoi pas du contenu issu des réseaux avec l'autorisation, si on est une marque évidemment vaut mieux, issu de TikTok, issu d'Instagram, etc. avec des vraies photos qui proviennent de cet endroit-là. Et également, voilà… Regardez ce que les autres sites proposent sur la SERP et essayer de faire quelque chose de mieux, d'aborder des trucs qui n'ont pas été abordés par les autres et de l'info, typiquement, tu vas aller dans telle destination, tu fais en sorte d'avoir des adresses un petit peu exclusives, des prix listés, toutes ces choses-là, plutôt que de se dire je vais répéter 5 fois le mot-clé et puis je vais rajouter un script qui fait que le truc est caché sous le fold et compagnie. Bon, ça, c'est d'autres problématiques, mais… Voilà, moi c'est plutôt ça mon approche. C'est une approche un peu plus stratégique que technique ou hack. Les hacks, on peut les utiliser sur d'autres trucs, mais là-dessus, le contenu, je suis un peu très white hat, on va dire, encore que. Ah non, mais tu fais bien de rappeler tout ça, l'importance de l'intention utilisateur. Ça me rappelle d'ailleurs, Lucas, un épisode qu'on a bien aimé avec Samuel Schmitt. J'ai dit Samuel Schmitt, quel accent, sur la saison 2 de Position Zéro. Où on a beaucoup parlé effectivement du retour au vrai contenu. Aujourd'hui, on entend parler plein de hacks, plein de choses. Mais c'est vrai, il y a un truc tout simple, c'est regarder sur les segments de la recette.
une recette de cuisine, tu tapes recette rougail saucisse, on va pas expliquer l'histoire du rougail saucisse, de comment ça s'est fait dans les années, machin. Tu veux l'intention là-dessus, c'était probablement pressé, t'as C'est pas le ça. temps, et le gars va se dire, ok, comment je vais faire en sorte qu'il ait toutes les infos sans qu'il a à reprendre son tel avec ses mains pleines de tomates pour les remettre dessus. C'est juste se dire, ok, comment je vais lui simplifier son expérience au max et comment je vais lui apporter quelque chose qui n'est pas présent sur les quatre coins du web, tu vois, pour avoir quelque chose de différent. Et la combinaison de ces deux éléments, souvent, ça fait un contenu qui est clairement au-dessus des attentes de base, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, il y a parfois, et ça c'est un truc qui est difficile à appréhender pour des éditeurs de sites, c'est que parfois l'intention elle change petit à petit. Tu étais positionné sur une requête et en fait petit à petit Google, à travers les signaux utilisateurs qui remontent, il se rend compte que les gens qui tapent ça avant ils attendaient tel type de contenu, maintenant le type il a changé et en fait tu vois comment la SERP elle évolue dans le temps et ça il faut vraiment être… Et le problème c'est que il y a des fois des gens qui ne comprennent pas qu'ils évoluent dans un environnement concurrentiel qui bouge. Ils se disent mais moi j'ai rien touché, mon site c'est le même. Et sauf que ouais, mais le mot-clé en fait il a changé. Comme dirait l'autre, le football il a changé. Voilà, la SERP elle a changé. Et donc du coup, il faut rester en prise avec les attentes des utilisateurs. Le Sans SEO, il a compter que changé. parfois la SERP elle est multi-intentionnelle aussi, ou Ouais, parfois Google essaye de sécuriser le truc en proposant différentes choses. Donc faut réussir à trouver le meilleur angle en tout cas que tu peux apporter dans cette SERP, quoi. exactement. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que généralement, pourquoi les résultats négatifs sur de sur de la réputation ils sont aussi euh, sticky. Parce que Google, il se dit, moi, je veux un panache sur ma SERP, il me faut un petit peu de trucs officiels, un petit peu d'articles et un petit peu de négatifs. Et c'est pour ça que parfois, les anciennes méthodes de e-réputation qui consistent à dire, bon, je vais lui faire 3 pages de CV, une page Facebook et une page 5 sites en EMD, ça ne marche pas. Il faut trouver une manière de contourner ça. Parce que justement, tu vas avoir une multi-intention au niveau de la SERP. Exactement. On va continuer de creuser tous ces petits sujets tout au long du podcast. Mais avant ça, je te propose de passer au second format, qui est le pain sur la planche. Qu'est-ce que le pain sur la planche? C'est assez simple. Ça sort même un peu du scope SEO, hein. L'idée, c'est de comprendre comment toi, tu organises tes journées. L'idée, c'est que tu nous décrives un peu une journée type en tant qu'entrepreneur. Comment tu vois, là, tu prends une journée, c'est-à-dire comment tu l'organises, qu'est-ce que tu fais et comment tu fais pour délivrer au mieux. Je me lève à 5 heures du matin, je prends un bain glacé, etc. Je fais 12 km. Session de Non, yoga face à la mer, ouais, c'est ça, voilà. Un café petit aux peu de surf champignons, et pas puis. oublié. Exactement. Non, en fait, moi, sur une journée type, il n'y a pas vraiment de journée type. Donc, dans mon cas à moi, il va y avoir. Quand je commence ma journée, je commence. Ouais, c'est ni tôt ni tard, quoi, vers 9 heures. Je vais essayer de reprendre en fait les différents éléments. Je me connecte en fait, je regarde, j'ai un Slack par rapport à SEO Observer. Donc moi, finalement, ma journée, c'est surtout la journée d'un éditeur de SaaS en fait. Finalement, ça va être ça. Hmm. Donc évidemment, le premier truc que je fais quand je me lève, j'essaie de regarder si ça marche, s'il n'y a pas un truc qui est planté, qui est en rade et tout. Donc 99% du temps, ça marche très bien. J'ai pas de mauvaise surprise, donc ça c'est cool. On a pas mal redondé de trucs. Alors, il faudrait juste pas que entre le moment où on enregistre et le moment où on publie le podcast, il y a eu un truc. Sinon, voilà. Donc voilà. Donc je regarde que tout va bien. Ensuite, j'ai deux types de tâches. J'ai les tâches, on va dire, de long terme. Sur du long terme, où là, ça va vraiment être au feeling, en fait, je me dis, voilà, tu as une tâche où tu as vraiment besoin d'être très concentré, en profondeur et tout. Donc là, ça va dépendre à fond de l'humeur. Si j'essaie de forcer le truc, ça ne va pas marcher. Les tâches comme ça va être faire des opérations sur des serveurs, par exemple, de la migration de données, transférer des données d'un endroit à un autre, faire des tests aussi, terminer, par exemple, un développement de feature ou un truc comme ça. Et après, je vais avoir d'autres petites tâches, des tâches qui ne demandent pas vraiment beaucoup de concentration intensive, mais tu sais, des tâches de 5 minutes, 10 minutes. Donc, payer des fournisseurs,
gérer des renouvellements de, je sais pas, de nom de domaine ou autre, vérifier comment des side projects avancent, etc. Donc voilà, je vais avoir ça. Donc je vais, en général, les trucs un peu où il y a besoin de beaucoup de concentration, je le fais le matin. Et ensuite, l'après-midi, bah, ça va être soit voilà, de la discussion, du side project, des petits trucs voilà, de type faire des virements, faire de la comptabilité, des trucs comme ça. En gros, et parfois, ensuite, tu sais pas, tu commences une tâche, je sais pas, à 17h et tu es dans le flow et tu te dis, ah mais je le sens bien et tout, et donc tu regardes ta montre et il est déjà 20h30 et tu te dis, ouais, bah, mangez sans moi, je vous rejoins, et puis après 21h, 22h, 23h, et là, voilà, moi cette nuit c'était 2h30. Donc voilà, ça arrive. Il n'y a pas trop de. Il y a pas, voilà, ça suit un peu le mood, on va dire. Ça, c'est un vrai truc. On en parlait en plus avec Thomas dans la saison 2, quand on a fait un épisode juste tous les deux. C'est d'écouter ton énergie aussi quand tu taffes. Tu vois, de pas forcément être. Ma discipline, c'est de faire 9h, 18h. Bah, plutôt de se dire, bah, 9h à midi, j'ai une grosse productivité, j'y vais. Bah, un après-midi, j'arrive. Avant 15h, j'ai pas d'énergie. Bon, bah, répondre à 2-3 mails, payer 2-3 factures qui ne demandent pas de trucs, peut-être faire une pause, aller se promener parce qu'il y a du soleil dehors et tu sais que ça va te rebooster à max. C'est aussi intéressant de travailler de cette manière. Après, si on réagit par rapport au soleil, nous on n'a plus fini. On sort tout le temps. C'est clair. C'est un vrai truc. Par contre, moi quand je suis à Paris, je suis hyper productif. Tu sais, quand il pleut, moi ça me met dans un mood où je peux envoyer, mais genre sur une journée complète. Tu sais, t'es avec ton petit café, t'es en mode cocooning, t'as ton col roulé, il fait froid dehors et tout. Que là, quand il fait chaud, tu te lèves, t'as qu'une envie, c'est de prendre ton vélo, c'est d'aller. Et c'est vrai que ça change un peu le mood, tu vois, je trouve. Et moi, c'est vrai que par contre, je trouve parfois je suis là, j'essaie de bosser, je me dis ouais, il faut vraiment que je bosse et tout machin, et j'y arrive pas. Et en fait, tu fais une pause, tu vas te balader pendant 1 heure, tu reviens, et en fait, ça t'a permis d'être complètement, de sortir la tête du guidon et de résoudre voilà, des bugs que tu peux avoir, ou voilà, des trucs comme ça. Et je me demandais, tu vois, on parlait un peu d'SEO Observer. Est-ce que tu peux me dire un peu, est-ce que tu peux nous dire un peu où vous en êtes aujourd'hui? Parler un peu de l'outil, combien de clients, si tu as envie d'en parler, et tout ça, pour que les auditeurs se fassent un peu une idée. Alors, SEO Observer, donc en fait à la base, cet outil-là, je me l'étais fait pour moi. Hein. C'était pas censé être un outil public. C'était en 2013. En fait, je m'étais dit, mais j'aimerais bien avoir un petit peu un thermomètre, un truc qui surveille les SERP et aussi qui surveille un petit peu les backlinks, avoir un petit peu les deux trucs au même endroit. Donc je me l'étais fait et j'ai montré ça à des potes en disant, mais ah, t'as vu sur tel mot-clé, il y a un site qui débarque et tout. Ah ouais, bah je sais, bah ouais, c'est le bien. Mais attends, comment t'as vu ce site débarquer, comment tu sais et tout. Donc ça, c'est quand même pas mal d'avoir un petit peu un radar. Et je me disais, ah ouais, c'est quand même pas mal d'avoir un outil comme ça, un petit peu privé pour les agences. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, et si l'outil, je le faisais en mode plutôt ouvert, quoi, un outil en ligne. Alors, le terme SaaS à l'époque, c'était pas autant la hype. Mais je me suis dit, bah, je vais l'ouvrir et puis voilà, on va faire un truc comme ça. Donc à la base, en fait, on avait un petit échantillon de mots-clés qu'on suivait, 50 000 mots-clés. Déjà à l'époque, c'était wow, c'est ouf et tout, 50 000 mots-clés. C'était pas encore, il n'y avait pas encore eu l'inflation des centaines de millions de mots-clés un petit peu partout. D'ailleurs, notre page de vente qui date de 2014, qu'on n'a pas refait, c'est vraiment… bref, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein, comme on dit. Elle continue à parler de 50 000 mots-clés, alors qu'aujourd'hui, on en a plusieurs millions. Donc, SEO Observer, où est-ce qu'on en est? Bah, en fait, petit à petit, on a fait certains trucs, certaines migrations pour passer sur des systèmes de plus en plus rapides en matière de base de données. On a sorti de manière discrète, et ça, c'est un truc qu'on nous reproche, des petites features un petit peu cachées où il y a, qui permettent de suivre. Bah, voilà, par exemple, on a sorti il y a déjà 2 ans un indice de visibilité, voilà, une courbe, un truc qui permet de voir un avant-après au niveau d'une courbe. En fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que tu vas avoir des courbes de mots-clés ou des courbes de visibilité ou des courbes de pseudo-trafic reconstituées et tu ne sais pas en fait ce que ça cache. Tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc du coup, nous, on s'est fait une feature où tu peux voir le avant-après au niveau d'une courbe et ça te donne les top classements des mots-clés avant-après.
Ça, c'est un truc qu'on a fait. On a également une autre base de mots-clés qui va sortir très prochainement, hein, où là, on fait, je sais pas, x10 ou x15 sur notre base actuelle. On va arriver à peu près sur les mêmes montants que les gros outils SEO majeurs en place. Et on a d'autres features. Là, on en a une qui arrive très prochainement qui va permettre de faire une recherche de niche de manière très poussée. Ouais, ça va être, voilà, on va prendre toutes les datas qu'on a, toutes les croiser et pouvoir permettre de dire, voilà, sors-moi tous les sites e-commerce qui rankent sur au moins un de ces 5000 mots-clés et qui est je sais pas, qui est en augmentation et qui a au moins X de domaines référents, enfin tu vois, une recherche multicritère. On l'avait déjà, mais là on l'a remasterisé pour pouvoir envoyer beaucoup plus de puissance là-dessus. Donc voilà où on en est. Ensuite, au niveau de nos chiffres, c'est un truc sur lequel on ne communique pas, mais en fait, on a de quoi maintenir un service qui fait que les gens sont contents et voilà. Mais en fait, c'est très marrant parce que parfois j'ai des gens qui me disent ah vous avez X utilisateurs et en fait des fois ça tombe vraiment au-dessus, parfois vraiment au-dessous. Donc voilà. Magnifique. Eh ben, c'est une très bonne transition pour passer à la roulette du SEO. J'aurais bien aimé avoir une roue à tourner, mais on n'en a pas, on n'en a jamais eu. T'en as une au plafond là qui tourne, je crois. J'en ai une qui tourne, on va mettre les questions là, voilà. En vrai, comme on est en visio, on s'est dit, on va sélectionner les questions avant parce que c'est plus compliqué, tu vois, de faire ça en direct. Ce qui fait qu'on a un système pour tirer au sort. On a tiré au sort parmi les 50 questions de la roulette du SEO et 3 sont tombés. Alors c'est du pur hasard, hein, donc rien n'a été choisi dans tout ça. Et on va commencer par du coup la première question. Tu peux vraiment répondre quand tu veux, comme tu veux, hein, court, moyen, long, tu donnes ce que tu veux. Et cette première question, c'est ton meilleur conseil à toi pour réussir une stratégie de maillage interne. Alors, une stratégie de maillage interne, en fait, moi, comment je vais procéder? Ça va dépendre beaucoup. Le maillage interne, c'est deux choses. Tu dois gérer deux aspects. Tu dois gérer comment le jus circule dans le site et comment le contexte des pages est lié les unes aux autres. En fait, c'est ces deux éléments-là. Donc, le site un petit peu extrême là-dedans, mais qui fonctionne très bien en matière de maillage interne, c'est Wikipédia. Wikipédia, en termes de maillage interne, tu as énormément de contexte, tu as beaucoup de liens connexes et le robot, il peut vraiment fonctionner. Donc, le maillage interne, il faut gérer ça. Il faut gérer, par exemple, également le crawl de Googlebot. Donc, en gros, si tu as des centaines de milliers de pages à indexer, tu vas être confronté à des problématiques qu'un petit site ne va pas avoir. Moi, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre un exemple, par exemple, plutôt, allez, on va dire, pas très… un exemple de site… Allez, on va dire Black Hat, entre guillemets, si on veut. Hein. Pas vraiment Black Hat de type spam, etc. Mais plutôt un type de site où voilà, j'ai du contenu agrégé, que j'ai récupéré, j'ai des pubs et je veux essayer de faire en sorte que le bot il voit mes 2000 pages. Le truc, l'arme fatale en matière de maillage interne, ça reste la home page généralement. Tous les liens ils sont créés vers la home, etc. Donc il va falloir partir de la home. Si tu n'en as absolument rien à faire, ce que tu peux faire, c'est que tes 2000 pages, tu les links depuis la home. Et ça, alors c'est horrible, mais dans des cas que j'ai testés personnellement, ça marche très bien. Et ensuite, tes pages, tu les links les unes aux autres. Bon, ce n'est pas forcément ce que je recommanderais sur une vraie stratégie à appliquer à des clients, etc. Mais j'ai un cas, par exemple, de maillage interne géolocalisé.
Donc moi, ce que j'ai fait là-dessus, c'est que j'ai linké sur la home au moins tous les départements et toutes les plus grosses villes. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait évidemment toutes les villes les plus proches. Donc ça, là-dessus, j'ai utilisé la base de données, c'était MongoDB avec un index géo, je sais plus quoi, géosphère ou géolocal ou bref, un index géo. Sachant qu'il y a d'autres systèmes qui le proposent, il me semble que Postgre a un index comme ça. Et ce qui fait que toutes mes villes sont linkées. En fait, les villes les plus importantes vont être toujours linkées par celles du dessous et toutes les petites villes, elles vont être linkées les unes aux autres et toujours renvoyées vers la page principale. Donc le meilleur conseil, parce que en fait c'est vaste, hein, tu sais, en matière de maillage interne, tu as autant de cas que tu as de sites. En matière de maillage interne, je vérifie qu'il y a quand même une cohérence au niveau des… Plus les pages sont liées, on va dire thématiquement, plus elles doivent être également liées d'un point de vue lien. Et il faut quand même envoyer comment ça s'appelle, des liens vers des pages qui sont vers des catégories complètement différentes, mais seulement un lien. C'est pas très précis comme ça, mais je suis sûr que vous voulez voir, que vous voyez ce que j'essaie d'expliquer. Donc, ah oui, et aussi également, pour moi, le maillage interne, il ne peut pas être dissocié du maillage externe. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye également d'envoyer des liens externes vers des pages un petit peu nœuds, des pages clés qui vont, elles, renvoyer du jus. Et là-dessus, si mon objectif, c'est que du maillage interne, je ne vais pas forcément être obsédé par un énorme contexte au niveau du lien que je fais. Je n'ai pas besoin de mettre une tartine entière en expliquant avec énormément de contexte qui explique ce que fait mon site avec tous les mots-clés que je vise, etc. Je vais plutôt simplement être un petit peu moins exigeant là-dessus, puisque là, ce que je veux, c'est simplement du crawl. C'est du budget de crawl, en fait. C'est ça que je cherche. Ouais, et d'ailleurs, tu as souligné un point que je trouve hyper intéressant. Alors, déjà, merci d'avoir expliqué tout ça succinctement. Et c'est vrai que les questions de la roulette sans esquisse, elles sont parfois un peu vastes, hein. Qu'est-ce qu'une stratégie de maillage interne? Non, mais ouais. Qu'est-ce que l'univers? C'est ça. Mais j'ai bien aimé le fait que tu soulignes le fait de faire collaborer ensemble maillage interne et maillage externe. Moi, il y a un exemple que je prenais souvent dans la formation SEO de Live Mentor. C'est par exemple, admettons que tu as un site e-commerce de vente un exemple de tapis de yoga. Personne va vouloir, tu vois, faire des liens vers ta page tapis de yoga pas cher, tu vois. C'est pas un truc qui donne forcément envie ou autre. Donc, tu vas réfléchir à du contenu annexe qui est pertinent pour tes utilisateurs. Par exemple, faire un guide ultime sur comment perdre du poids grâce au yoga. Tu vas faire un guide qui est super bien, qui a un marronnier backlinks, que tu vas pousser un petit peu. Dans cette page, tu auras intégré ton maillage interne vers ta page commerciale. Cette page-là qui va recevoir tous les liens externes va renvoyer automatiquement le jus vers ta page de vente. Et c'est un bon moyen quand on est pour envoyer du jus sur une page qui n'est pas très sexy, quoi. Je suis entièrement d'accord. Il y en a un là-dessus qui, pour moi, fait du très bon travail. C'est celui que j'ai à l'esprit, c'est Decathlon. Decathlon, ils ont un maillage interne tip-top et ils ont surtout un… Alors, toi, tu as dit un marronnier à backlink. Il y en a qui parlent de réceptacle à backlink ou de caisse, enfin de réservoir de contenu. Ils ont voilà, toute une partie guide qui permet effectivement de faire pointer des liens qui eux-mêmes vont renvoyer vers des pages bien spécifiques du site, là, sur la partie plutôt e-commerce. Et ça, c'est même pas un hack, c'est la stratégie de base où tu vas voir ta partie un petit peu contenu et ensuite qui, eux, vont envoyer vers tes pages un peu plus. Voilà, pourquoi est-ce que tu vas faire un lien vers la référence exacte du tapis de yoga ou vers la trottinette et tout, alors que sur un vrai guide avec… Encore une fois, je parlais de contenu tout à l'heure, tu regardes le contenu de Decathlon, perso, moi je le trouve excellent. Et il remonte sur des requêtes, vraiment des très très belles requêtes liées à, je sais pas, des exercices de muscu, des choses comme ça, voilà. Les basiques, quoi, du SEO. Il y a un truc, tu parlais de Wikipédia, après je vais avoir une question pour toi Kevin, mais il y a un truc quand même où ils sont très forts et ça tu peux le remarquer quand tu es utilisateur. Parce que quand tu vas aller lire un article sur Wikipédia sur un sujet, souvent tu vas aller en lire un autre. Donc ils sont très bons pour te faire passer d'un à l'autre. Tu vois, où tu vas lire, je sais pas, l'autre fois je regardais un truc sur un film. Bon bah tu as le lien vers la personne qui est acteur, actrice et du coup tu vas regarder ce que la personne a fait d'autre ou autre encore. Et la question que j'avais justement par rapport à ça, c'est que tu sais parfois il y a un peu ce débat aussi, c'est
ne pas faire trop de liens pour ne pas trop diluer le jus, entre guillemets. Quand tu regardes Wikipédia, tu vois, on est quand même sur un site où ils y vont niveau lien interne, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles à partir du moment où la thématique elle est proche, ça vaut le coup? C'est quoi ton conseil là-dessus? Euh, Moi, là-dessus, ouais, effectivement, je vois, il y en a qui disent, ouais, ok, ne pas faire non plus trop, trop de liens. Juste avant, je parlais de faire 2000 liens depuis la home. Donc, moi, perso, non, il n'y a pas de, il y a pas de, T'as pas de je suis problème pas, d'éthique avec ça, quoi. bah, là-dessus, bon, on va dire, si ça peut aider le crawl, aider même pour les utilisateurs. Voilà, je sais pas. Mais là-dessus, ouais, il y a l'idée de budget de crawl, etc. Je sais. Alors, ne pas faire des liens vers des pages qui servent à rien, là, ok. Donc, par exemple, essayer d'y aller mollo sur la page mention légale ou la page à propos et tout. Ouais, faire du lien, peut-être obfusqué, je sais pas. Bon, ça dépend de chacun ou faire un truc sous forme de formulaire. Mais ne pas faire trop de liens. Je sais pas. Moi, en fait, je vais avoir en fait, rapidement, le truc, ça va être quelle va être l'expérience utilisateur. Si effectivement, tu as un gars qui se retrouve avec. Il ouvre une page, elle fait 2 mégas à charger, tu as l'ascenseur, il fait comme ça et tu as effectivement un énorme bloc, pour moi, ça va être un problème. Mais je n'ai pas de problème à mettre des liens à l'intérieur du texte, des liens au niveau des blocs de liens en bas. Je, Ensuite, sur un truc vraiment raisonnable, moi, ça va être surtout une question d'expérience et de design et de ne pas abuser pour pas arriver sur un truc contre-productif au niveau des usages des gens. Donc, je limiterai uniquement sur cette question-là. Mais tu vois, par exemple, Wikipédia, tu regardes une page, une hyper longue page, tu vas avoir des centaines et des centaines de liens et chaque lien est pertinent en fait. Il va. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est qu'ils ne font pas systématiquement le lien sur tous les mots-clés. Ils vont le faire à des endroits, voilà, qui reviennent, mais ça ne va pas être sur toutes les occurrences du mot. Sinon, tu as une guirlande, quoi. Donc, ça, moi, je recommanderais de m'inspirer de ça, quoi. C'est vrai que tu vois, je suis assez d'accord avec toi, notamment parce qu'en coaching, souvent, avec des clients, le problème qu'on voit, c'est que tu as des sites qui font énormément de liens. J'avais un client, il avait 600 liens par page récemment, mais en fait, les 600 liens n'étaient pas du tout cohérents. Ce n'étaient pas des liens qui étaient dans un texte où ça va t'aider à lire. En fait, c'était des liens menus, des liens vers le copain qui est partenaire, le truc, le machin. Non. Et là, en fait, tu donnais du jeu à tout le monde pour rien, quoi. Ouais, à la fin. Non, non, c'est clair. Non, non, le menu, par contre, c'est très important, à mon avis, de bien cadrer les méga menus pour faire en sorte que quand tu es dans ton univers, ça linke bien vers les différents trucs de ton univers, mais pour le reste, ça linke que vers les têtes de catégorie, on va dire. Ça me semble pertinent. Et les 600 liens par page, s'il fait du spam dexing ou s'il fait des choses comme ça, pourquoi pas. Mais sinon, ouais, là, tu m'as cité un exemple où je peux avoir des réticences si ça part dans tous les sens, ouais, clairement. Ouais, moi je dis souvent, tu vois, qu'il faut voir son Magenta un peu comme un livre. Chaque lien qui fait du sens peut être mis en soi, tu vois, même si c'est cross-catégorie, si c'est pertinent, il n'y a pas trop de limites en soi. Avant, je me disais un peu, bah tiens, je vais avoir trop de liens, donc au final, tiens, je voyais le truc comme un vase, où plus tu fais de liens, plus tu auras de trous, plus ça va être dissous. Je me disais, mais je vais en garder un petit peu, tu vois. Au final, maintenant, dès que ça a du sens, j'y vais, et même, tu vois, des fois, j'ai même essayé d'aller plus loin que les liens plein texte. Tu vas parler d'un sujet, tu sais que tu as créé un article sur un sujet qui est pertinent. Ouais, Je veux dire, on a aussi créé un guide sur ce sujet qui peut très bien compléter. Boum, allez le découvrir ici, tu vois. Et aussi, c'est pertinent, tu vois. Tant que ça fait sens, je pense qu'on peut y aller. C'est juste, voilà, pas foutre ses liens pour dire que ça va augmenter le jus. C'est pas forcément une bonne pratique. Et tu le vois notamment en e-com, je trouve qu'il y a une grosse tendance et je trouve que c'est plutôt positif. C'est qu'avant, tu avais juste des pages produits, donc tu avais une page catégorie avec 20 produits. Et aujourd'hui, tu vas avoir la proposition d'un guide dedans, tu vas avoir des conseils. Decathlon, c'est très fort pour ça d'ailleurs. Tu vas avoir du maillage interne, typiquement, si tu as cherché, je sais pas, crampons de foot, peut-être que tu vas avoir un maillage vers crampons de foot enfant ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Nickel, du coup, deuxième question ultra intéressante jusque-là. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse galère
en SEO que tu as eu? Alors, ça peut être une En- galère SaaS aussi, hein. Ouais, Ce que alors, tu veux. Vraiment ce que tu veux. galère en bagnole, non, accident, non, non plus grosse galère en SEO. Ben, alors, ça dépend parce que on va dire les sites désindexés quand c'est assumé, quand c'est en mode un peu black hat, tu t'en fous, tu sais que c'est du site jetable, donc à la limite, voilà. Non, les plus grosses galères, c'est à mon avis c'était ouais, au moment de Pingouin par exemple. Au moment de Pingouin où les méthodes qui marchaient depuis des années marchent plus. Et du coup, tu as ton client ou partenaire ou copain, pote, tu sais, qui, euh, qui se prend un moins 20, moins 30% de visibilité, qui se prend un énorme taquet et que tu ne sais pas l'expliquer. Et tu te dis, mais comment je fais maintenant? Voilà, comment j'explique ça? Donc ça peut être une galère comme ça. Ce que j'ai eu comme galère également, c'est quand tu vois, tu as fait un super site et l'intention de recherche, elle change complètement. Et donc tu te dis, bah ok, bah, mon truc, il est bon pour la poubelle, plus ou moins. Les autres galères, qu'il peut y avoir, parce que là, ouais, vous avez dit la plus grosse galère. Donc il Une faudrait que je anecdote, trouve. tu vois, c'est comme ça qu'on entend. Ouais, en SaaS, ça peut être quand on a eu un problème technique sur un serveur et que notre infogérant n'avait pas de sauvegarde. Hmm. Et que on était censé avoir une sauvegarde sur le serveur, une sauvegarde hors site et une deuxième sauvegarde redondée. Il n'en avait aucune. Et puis même il avait changé la taille d'une partition et tout. Ouais, ça c'est une grosse galère. Vas-y, je vais le raconter sans trop rentrer dans les détails. Ça peut être rébarbatif, mais effectivement, on avait voilà, quelqu'un qui s'occupait de nos sauvegardes, de la sécurité, etc. Et en fait, pour faire simple, au moment où on en a eu le plus besoin, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune sauvegarde nulle part. Et ce n'est pas de notre faute, on n'avait pas modifié quoi que ce soit, hein. C'était vraiment lui qui avait fait de la merde. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a retourné le web pour essayer de faire de la data recovery sur la base de données qu'on avait perdue. C'était en 2018 ça. Et on a trouvé un mec, on a trouvé un mec, on a trouvé une entreprise, on a trouvé le repo GitHub du mec qui avait codé le moteur de stockage qu'on utilisait. Du coup, je prends mon téléphone, j'appelle, le gars il a une boîte aux États-Unis, à San Francisco. J'appelle, je dis voilà, on est dans une galère noire, il faut absolument que vous nous aidiez et tout. Et j'entends un gars, il parle et tout, avec un accent un peu indien et tout. Je me dis, putain, mais c'est qui lui et tout. Je tape son nom et je vois une vidéo où en fait il donne une conférence devant des ingénieurs de Facebook. Je me dis, d'accord, ok. Et je lui dis, ouais, est-ce que un tel, il pourrait nous aider là-dessus? On est prêt à payer et tout. Et il me dit, bah, un tel, il s'appelle Igor, ce mec. Il me dit, bah, Igor, il est en Europe en ce moment. Un gars d'origine croate. Et c'était juste après la Coupe du Monde, du coup, France-Croatie en finale et tout, bref. Ou en demi, ouais, en finale. Et 2018. ouais, ouais. Et On dit en bien avec fait, toi. ce qui s'est passé, c'est que je l'ai contacté. Le mec, il m'a dit, ouais, je suis en voyage et tout. Je lui dis, voilà, est-ce que tu peux nous aider et tout? Et il me dit, bon, bah, vas-y, envoie-moi ta base de données. Alors, heureusement, il n'y a pas de données personnelles, donc c'est cool. Il me dit, envoie-moi ta base de données sur un Amazon S3. Je lui envoie. Et il me dit, je reviens vers toi demain. Et le lendemain, en fait, j'ai pas de nouvelles. Et je me dis, comment est-ce que je peux le relancer, ce gars-là, sans lui mettre la pression? Parce que déjà, je suis personne pour lui. Et je lui dis, est-ce que tu peux me dire juste quel outil tu utilises pour faire la data recovery, pour que moi aussi je puisse le faire de mon côté et tout? Et il me répond, il me dit, non, mais en fait, je suis pas en train d'utiliser un outil, je suis en train d'en faire un là. Dans ma tête, je me dis, oh, mais combien ça va me coûter et tout? Il y a pour des terras de données, hein. Et en gros, 24 heures plus tard, il m'envoie, il me dit, tiens, en fait, j'ai récupéré toutes tes données, elles sont là. Voilà, salut. Je dis, ok, mais je te dois combien? Il me dit, ouais, c'est bon, tu me dois rien. C'est bon, tout va bien. Et en gros, voilà, le truc qui s'est passé, c'est que ça a été une belle histoire, ça s'est très bien terminé.
Et on lui a fait livrer une montagne de macarons à lui et à ses équipes donc, pour le remercier. Et voilà, le gars, il nous a juste sauvé la vie comme ça. En fait, c'est comme si tu allais tomber dans un ravin et que ta bagnole, elle a été sauvée par le bout d'un pare-choc s'accroche à la barrière de sécurité. On a été sauvé voilà, que par ça. Et du coup, depuis ce jour-là, on a décidé de gérer nous-mêmes tout ce qui était backup, sécurité, etc. Et depuis, on n'a plus de problème, bizarrement. Énorme, mais j'adore l'histoire. Et puis ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est des histoires d'entrepreneuriat. En fait, c'est vrai que dès que tu mènes des projets, tu vois, que tu lances des trucs, bah, tu as des galères comme ça. Je me rappelle, tu vois, nous, quand on a tourné la saison 1 de Position Zéro, on arrive dans un Airbnb à Paris. Et en fait, on arrive et le premier soir, tu vois, j'entends, on avait chacun notre chambre, et puis j'entends un bruit de, tu vois, genre flic-flop, quelqu'un qui marche dans l'eau et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Thomas qu'est-ce qu'il fout? Il prend une douche, le mec, il me réveille, et demain on a le podcast et tout. Et en fait, on s'était retrouvé avec un appart complètement inondé, mais vraiment tout l'appart était inondé, quoi. Et tu vois, finalement, au final, maintenant on en parle, on en rigole, c'est des souvenirs, tu vois. Mais cette saison, ça a été extrêmement difficile pour nous, cette première saison, parce que tu démarres, c'est la première fois que tu fais un podcast, il y a des trucs que tu captes pas, et puis le soir, tu peux pas dormir parce que le truc est inondé, enfin, c'était tout un truc, voilà, quoi. Ouais. Mais c'est des histoires d'entrepreneuriat dès que tu mènes des projets, et ça fait des anecdotes ultra sympas à raconter, quoi. Non mais c'est clair. Et puis après, Oui. tu revois le truc avec du recul, tu te dis, bon, en fait, voilà, tout est bien qui finit bien. Mais sur le moment, tu vis un Tu moment un balises, bah, peu… tu as toute ta base de données qui est en jeu, tu balises, quoi. Ouais. Ouais. Bah, du coup, on va poser la dernière question de la roulette à Kevin, et tu es tombé sur la question: comment augmenter tes conversions utilisateurs en 2025? Super large hein, comme question. Ça, bon, en gros, en 2025, ouais, en 2025, comme les autres années, finalement, il y a toujours un principe qui revient, c'est que les conversions utilisateurs, il y a deux approches. Soit tu essayes de absolument convertir ton utilisateur froid pour le faire passer à la caisse tout de suite, mais maintenant, enfin, je pense que de plus en plus, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plutôt avoir des conversions intermédiaires. Donc, pour récupérer l'adresse email, par exemple, ça, c'est vraiment la base. C'est un truc, ça, pour le coup, qui est resté de 2000, du début des années 2000 à maintenant. C'est quand même vraiment resté la base. Le fait de faire en sorte de récupérer l'adresse email de l'utilisateur. Donc, généralement, c'est contre un guide, contre un code promo, contre voilà, un certain nombre de choses comme ça. Et une fois que tu as l'adresse email, là, tu peux voilà, vraiment travailler. Alors, c'est moi qui dis ça alors que j'envoie aucun mail à mes utilisateurs. Encore une fois, le cordonnier. Donc, ça, c'est le premier truc. Au niveau des conversions utilisateurs, le principe général, hein, que ce soit dans le web ou même hors web, c'est de réduire au maximum la friction. Donc, j'avais vu une étude récemment qui parlait de… on va prendre une conversion utilisateur de type inscription. Eh ben, les inscriptions et les logins, voilà, il y a un truc qui fonctionne à fond, c'est Sign in with Google, par exemple. C'est pouvoir s'enregistrer avec son compte Google, etc. Ça, c'est du simple au triple, il me semble, de mémoire par rapport aux méthodes classiques. Donc ça, c'est un truc qui permet vraiment d'augmenter les conversions utilisateurs. Donc récupérer l'adresse email, permettre de se loguer facilement en réduisant les frictions. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bah, évidemment, les conversions utilisateurs, je vais prendre aussi d'autres exemples. Plus on va y avoir des enjeux, par exemple avec des produits chers ou des choses comme ça, ou tout simplement un passage à la caisse, plus il faut absolument sécuriser les gens, donc avec des mentions légales, avec des avis, voilà, une belle réputation en ligne, un truc comme ça. Ça, clairement, ça augmente les conversions. La tarte à la crème de la conversion utilisateur, ça reste quand même la preuve sociale. Ça, c'est les avis utilisateurs, parce que je parlais des avis, mais les témoignages, les trucs comme ça c'est quelque chose, mais même on les met même sur les pages de vente maintenant. Les gens qui disent voilà, j'utilise tel truc et je suis très content et tout. Donc le trust, la preuve sociale, réduire les frictions, récupérer l'adresse email, enfin garder un point de contact et de préférence une adresse email parce qu'on peut
effectivement avoir des gens qui vont s'inscrire à la page Instagram, ma page Facebook, voilà, et éventuellement un compte TikTok ou chaîne YouTube. Mais là-dessus, moi je suis toujours très méfiant parce que j'ai vécu la mise à jour de Facebook à un moment donné. Je sais peut-être dans les années 2010, ils ont considérablement réduit en fait le reach pour ceux qui possédaient des pages, en fait, qui administraient des pages. Et ça, t'imagines si tu as dépensé du temps et de l'argent pour construire ton truc et en fait c'est du sable, ça disparaît. Donc l'adresse email reste quand même un truc très important. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Évidemment, mettre un gros focus sur la qualité des produits, la qualité de la communication et tout, ça me semble, mais bon, ça va sans dire, on va dire. Voilà, c'est à peu près tous les éléments auxquels je pense. Voilà. Ça, c'est un point, le dernier point, tu vois, sur le produit. C'est un très bon point, je trouve, parce que tu disais, toi, tu n'envoies pas de mail ou autre, mais en fait, derrière, tu mets ton focus sur le produit et tu crées aussi une réputation autour de ça et autre encore, quoi. Pour compléter un petit peu ta liste, j'aurais peut-être ajouté aussi le fait de ne pas être trop dans le technique. Tu vois, que tu as des produits, souvent, tu n'achètes pas une perceuse parce qu'elle est surpuissante et elle a X 1000 watts et tout. Tu achètes une perceuse pour faire un trou dans ton mur pour avoir ta nouvelle déco et qui peut être fait par n'importe qui dans la famille, tu vois. C'est de réussir. Et ça, je trouve que quelqu'un qui est très bon là-dedans, c'est par exemple Bungle. Bungle, qui est un gros site de vêtements pour hommes, tu vois, ils vont vraiment décomplexifier le technique, tu vois, cette laine mérino te permettra d'avoir chaud tout l'hiver et tout. Ils vont pas te donner le pourcentage de laine, typologie. Ça, c'est le premier point, c'est de transformer des caractéristiques purement techniques en bénéfices pour ton utilisateur. Et le deuxième point, pareil, c'est aussi un exemple. On s'était amusé chez Alimentaire à décortiquer les pages de vente de Bungle. Et un point qui retombe souvent, c'est à un moment dans la page, en fait, au milieu, ils vont casser le rythme. Comment ils cassent le rythme? En fait, en donnant une histoire spécifique. Donc, par exemple, là, je vais prendre. C'était un truc sur un yak en laine mérino. Et ben, au milieu de la page, tu as une vidéo qui explique comment ils sont allés le chercher là-bas, en Nouvelle-Zélande, sur leur petit scooter et tout. Et c'est un truc qui vient casser le côté commercial, qui montre vraiment le produit en main, d'où il vient, son histoire et tout, et de la vidéo. Et c'est des choses qui te plongent en fait dans l'histoire de la marque. Et c'est tout aussi puissant que n'importe quelle promo ou n'importe quelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, mais c'est un bon exemple. bah oui, en fait, le truc, il y a quand même une approche, c'est d'essayer d'éviter de se présenter face au client en tant que vendeur dans un paradigme de jeu à somme nulle. Pour que je gagne, il faut que tu perdes et vice-versa. Il faut plutôt se présenter comme l'ami du client ou plutôt sortir de la relation purement commerciale, même si ça reste une notion de base, mais effectivement partir sur du storytelling, partir sur pourquoi notre marque elle a un truc un petit peu différent du reste, comment est-ce qu'on peut vous aider et éviter effectivement d'être sur une relation purement transactionnelle. Ça mais là on est sur du marketing plus général, quoi. Carrément. Moi j'ai un autre point aussi pour compléter, c'est aussi être présent sur les termes que vont utiliser tes clients. Moi j'avais un client comme ça où en fait eux en gros ils vendent vous savez les machines pour poncer le parquet. Et en fait, eux, c'est des professionnels. Donc, entre eux, ces machines, tu l'appelles machine monovitesse, bivitesse, triple vitesse ou autre. Mais en fait, toi, en tant que client, quand tu as besoin d'une ponceuse à parquet, tu ne sais pas que tu as besoin d'une bivitesse, monovitesse ou autre. Et en fait, le client, il cherche plutôt ponceuse à parquet, ponceuse à carrelage, ponceuse à terrazzo ou je ne sais quoi. Et en fait, rien que le fait de faire ce petit changement, de se dire, OK, comment nos clients nous cherchent, on va créer des pages pour répondre à ces intentions. C'était un client qui était passé de 0 à 3000 visiteurs en créant 3 pages, quoi. Enfin, c'est un truc. Et ça aussi, ça augmente ta conversion. Il y a la partie on-site, mais aussi il y a la partie, je dirais, réflexion de ce que ton client cherche. Stratégie, Est-ce que ça serait pas l'heure de lancer le dernier format du podcast? La crème de la crème. C'est l'heure. Allez, c'est parti. On passe à la crème de la crème, Kevin. Crème de la crème, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on s'est posé avec Lucas dans notre laboratoire pour élaborer
quelques questions sur des choses dans lesquelles toi tu es plus expert, sur tes spécificités. Et donc on t'a préparé 4 questions qu'on va te poser. C'est un peu comme la roulette du SEO, là, mais par contre elles sont choisies du coup. Et la Ok. première, donc c'est un peu basé sur tes contenus, sur ta formation aussi SEO à high level. D'ailleurs, on mettra le lien dans la description parce que c'est très connu dans la sphère du SEO, beaucoup en parlent. Et moi, toutes les personnes qui l'ont fait m'ont dit que du bien. Donc on Cool. mettra le lien dans la description. Et ma première question, qui est très simple, c'est vraiment un pur basique du SEO. Quelle est toi ta reco, ton secret, ta méthode pour faire une bonne recherche de mots-clés en 2025? C'est tout simple. Alors, la recherche de mots-clés, ça va dépendre de, de ce qu'on a à vendre en fait. Il y a différentes approches, hein. Il y a, on va dire, une recherche de mots-clés pour le mec qui a pas encore, qui part vraiment de l'intention de l'utilisateur pour essayer de créer une offre, un service, un produit à partir de cette intention-là. Donc là, effectivement, il va falloir euh, euh, comment ça s'appelle, faire une recherche, un vrai brainstorming, aller dans les différents outils, prioriser, mais se méfier quand même. D'ailleurs, ça j'avais bien aimé, vous aviez sur un précédent podcast un invité qui avait expliqué qu'il avait exporté la liste des mots-clés de ses clients, c'était une agence je crois, et qui avait en fait les outils, comme on se base tous sur Google AdWords, parfois on a des volumes à zéro, mais alors qu'en fait ces volumes-là, ils ne sont pas du tout à zéro dans les faits. Donc voilà, faire preuve un petit peu de discernement là-dessus. Donc on peut se baser sur les outils, mais il va y avoir également un autre, on va reprendre l'exemple, mais il va se dire mais pourquoi on parle de moi Loïc par rapport à Decathlon. Decathlon typiquement, eux, ils sont les seuls à avoir leur propre référence produit. Donc eux, ça sert à rien. Il n'y a pas de recherche de mots-clés à faire pour eux sur leur produit à eux. En fait, ils ont toute une partie où ils sont les seuls, c'est les seuls à avoir ce nom, etc. Donc voilà, c'est terminé là-dessus. Ça va être que sur la partie, on va dire, plus ouais, l'intention commerciale ou plus thématique autour du mot-clé global. Par exemple, trottinette, trampoline, tapis de yoga, etc. Donc pour faire une bonne recherche de mots-clés, moi ce que je recommande, c'est de connaître l'historique autour du mot-clé, de sentir ce mot-clé, de savoir, d'analyser la SERP. Pour moi, l'analyse de la SERP, c'est quelque chose d'essentiel. Savoir quelles sont les forces en présence, depuis combien de temps elles sont là. Voilà, ça va nous permettre de vraiment savoir qui sont les sites, quelle est l'intention en fait au niveau de la SERP. On va comparer les autres contenus. Ça, pour moi, voilà, l'analyse de la SERP, c'est le meilleur moyen d'analyser un mot-clé. Pour rechercher du mot-clé ensuite, on n'a pas besoin de se limiter à Google finalement. Pas besoin on peut aller sur Google, mais sur les Google Suggest, sur les recherches associées, on peut aller sur Amazon Suggest, on peut aller sur les Suggest autour de YouTube, on peut aller chez Bing, on peut aller sur eBay également. On peut voilà, rechercher plein d'idées de mots-clés dans plein d'endroits différents. Le plus important, comme disait Lucas juste avant, c'est de vraiment utiliser les mots-clés que les gens cherchent. Et ça, moi, je l'ai déjà eu. Tu discutes avec un professionnel, tu lui dis, mais moi, j'aimerais bien tel truc, j'en sais rien. Ouais, une sorbetière, par exemple. Une sorbetière pour faire des glaces. Parce que dans ta tête, tu te dis, une machine pour faire des glaces, c'est une sorbetière. Ben, en fait, non. Ça s'appelle une turbine à glace. Et tu as les turbines à glace horizontales et verticales, etc. Moi, je m'en fous. En fait, moi, dans ma tête, c'est une sorbetière. Même si je veux faire de la glace, c'est une sorbetière. Donc, je ne vais pas essayer de forcer en disant, voilà, non, techniquement, ce n'est pas une sorbetière, c'est une turbine. Et ben, je vais essayer de rester focus sur, malgré tout, le mot-clé que le client utilise. Il y a un autre truc, c'est que parfois, il va y avoir des gens qui vont chercher aussi des noms de concurrents. Et donc là-dessus, il y a une partie un petit peu fine à jouer parce qu'on ne peut pas évidemment parasiter, enfin il y a des conséquences légales si on le fait, mais il y a peut-être un deuxième champ de bataille qui s'ouvre au niveau des blogueurs justement qui vont être là, qui eux vont être des tierces parties pour pouvoir dire bon ben j'aimerais bien que voilà contrôler un peu le contenu et ça me permet d'aller me positionner sur la marque du copain sans griller mon site directement parce que là-dessus, voilà, ça peut être une lettre d'avocat ou des trucs comme ça. Donc voilà, passer comme ça. Et sinon, sur la recherche de mots-clés,
Bon, il y a les trucs classiques, hein, les trucs connus, les in title, all in title, diviser ça pour avoir le keyword golden ratio. Il y a également regarder le nombre de résultats. Mais moi, vraiment, voilà, j'ai deux approches. Soit je vais analyser une SERP vraiment en détail en regardant qui sont les forces en présence, soit je vais ben voilà, plutôt faire du brainstorming et aller regarder voilà, sur des sites, pas forcément ceux de Google, et je teste parfois même des volumes à zéro, bah, je teste parce que ça vaut le coup. Ouais, hyper intéressant cette approche. D'ailleurs, est-ce que tu utilises un outil spécifique ou en mode, quand tu dis brainstorming, ok, mais est-ce que par exemple tu complètes avec un outil, genre Ahrefs, Your Guru, est-ce que tu es team d'outils? Alors, sur l'analyse de la SERP, nous, à IC Observer, on a un truc, hein, le Keyword Competition Checker, on l'a sorti. C'est un truc qui est beaucoup apprécié par les utilisateurs. Sinon, pour les idées de mots-clés, généralement, en fait, moi, j'ai une approche. Généralement, il y a beaucoup de gens qui cherchent un max d'idées de mots-clés. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils se passent la corde au cou quand ils font ça. Ils vont se dire, ah c'est bon, j'ai 5 000, 30 000 idées de mots-clés et tout. Et moi, en fait, c'est exactement l'inverse que j'essaie de faire. J'essaie de réagréger les mots-clés. Et pour réagréger les mots-clés, la méthode la plus simple, la plus rapide et la moins chère, c'est tout simplement d'observer les top URL des concurrents ou des sites qui sont déjà placés là-dessus, parce que ça permet en fait de voir. On a un exemple concret de comment Google a réagrégé ça. Je prends un exemple. Vous prenez une thématique voyage. Vous allez dire voyage Sicile. Vous allez prendre le top 10 des URL sur voyage Sicile et vous allez prendre tous les mots-clés de toutes ces URL-là. Voilà. Donc en fait, si vous analysez la liste de tous ces mots-clés-là, vous allez avoir toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Voyage Sicile en 15 jours, voyage Sicile 4 jours, 15 jours, une semaine, 3 semaines, en hiver, en été, etc. Et en fait, on va pouvoir dégager des thèmes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je prends mes 3000, 4000, 5000, 10 000 mots-clés, je les passe dans une IA et je dis, donne-moi les thèmes qui sortent. Et ça me donne directement mon guide de rédaction. Et en fait, je sais que là-dessus, sur ces 10 URL, quand je prends la liste de tous les mots-clés de ces 10 URL-là, je vois en fait les thèmes connexes et comment est-ce que Google réagrège ces choses-là. Et je peux vous dire un truc, c'est que voilà, voyage Sicile, ça va être de la durée, de la saison, des endroits en est, en sud, etc. Ça va être des prix, des hôtels, des restaurants et à la fin, en gros, je vais me retrouver, à partir de 5000 mots-clés, je vais me retrouver avec 10 grands mots-clés ou 10 thèmes en fait à aborder à peu près. Et c'est pour ça, à mon avis, il faut absolument sortir le fait que les outils SEO nous inondent de mots-clés. Regardez, j'ai 5 milliards, j'ai 12 trilliards de mots-clés. Non, en fait, moi, il me faut un truc très très concret pour que les gens ils puissent savoir sur quoi ils vont mettre leur effort. Donc ça, c'est mon approche. En fait, pour moi, une analyse de mots-clés, c'est une analyse qui est limitée, où il n'y a pas beaucoup, en fait, où je ne vais pas perdre mon énergie là-dedans. Je trouve aussi, tu vois, et tu l'as bien souligné, l'analyse de mots-clés, c'est éviter de faire comme tout le monde ou de dupliquer la méthode qu'utilisent la plupart des gens, qui est typiquement d'aller sur un outil de mots-clés, mettre un mot-clé de départ et tirer 10 000 mots-clés. Mais du coup, en fait, tu es juste en train de viser exactement la même chose que tous ceux qui ont fait la même chose que toi. 80% des gens font la même méthode. Donc c'est grillé, tu vas rien avoir de spécial et ça va être difficile en plus souvent de te positionner et de vraiment saisir quel est l'intérêt business derrière certains de ces mots-clés. Ouais, je suis d'accord. Point hyper important. On en avait parlé avec l'épisode de Romain, c'est exactement ce que tu dis, Kevin, que le fait des fois, simplement, t'as pas la data sans que tu l'aies vu, tu vois. Il y a plein de mots-clés, effectivement, qui apparaissent à zéro de volume de recherche. Et moi, souvent, j'aime bien les appeler, tu vois, les petits poulains qui deviennent des chevaux sur le terrain, parce que c'est des trucs, des fois, c'est très technique. Et Romain, tu vois, sur le cas d'Agicap, il se disait, si on les avait pas couverts, si on les avait payés, on n'aurait pas eu la data, est-ce que ça fonctionne? Et des fois, certes, il y a un volume, un trafic qui est beaucoup plus faible, mais c'est un trafic qui convertit 3 fois plus, tu vois. Donc au final, c'est un bon bet. Et c'est vrai que c'est intéressant de se décorréler, voilà, ces numéros de recherche mots-clés, parce que en plus, les outils, c'est leur dernière prio, hein, tu vois, de mettre à jour les volumes sur chaque mot-clé. Imagine, ils feraient ça toute la journée, ça changerait leur typologie. Et puis, tu as aussi. Tu as aussi les fake volumes, tu as aussi les gens qui vont… voilà, on connaît cette histoire. Ouais, il faut se décoller du côté outil, reprendre le cerveau, le business de ton client et de partir effectivement, comme tu l'as très bien dit,
de qu'est-ce que tu veux vendre. Mhm, mhm. Et en plus, Kevin, tu parlais avant de SEO local. Alors, tu donnais un exemple en maillage interne. Pas tout à fait du SEO local, mais un site, Mhm. je sais pas, un artisan qui va travailler dans différentes villes. Tu vois, tu vas regarder, je sais pas, alors pas plombier, parce que ça, il y a énormément de recherches, mais tu vois, moi j'avais un installateur de panneaux solaires. En fait, tu regardais les mots-clés. Si tu regardes sur des outils de mots-clés, installateur panneaux solaires Colmar, en fait, tu trouvais rien. Et Ouais. pourtant, en fait, c'était Et ben voilà. un des trucs qui ramenaient En le fait, plus tu de l'as clients, déjà. quoi. Tu as déjà, en fait, dans des cas comme ça, tu sais déjà, tu vas avoir installateur de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, panneaux thermiques, hein, et tu vas avoir les différentes villes. Et sur ces villes-là, tu sais qu'il faut que ton contenu il soit où tu montres les photos de tous tes chantiers parce que là, ça va être on repart sur les conversions clients. Donc, il faut des éléments de réassurance, il faut que les gens ils puissent te contacter facilement. Mais en fait, là, il y a même pour moi la recherche de mots-clés, elle est déjà faite là-dessus. Ça va être les zones où tu peux intervenir, ça va être les produits que tu vends, un mix des deux, terminé. Tu n'as pas besoin d'outils SEO, c'est gratuit. Et conseil gratuit en plus, donc là, profitez-en. C'est gratuit sur Très Position bien. 0, c'est la maison, c'est offert par la maison. Il faut juste un cerveau et c'est bon. C'est ça. Et du coup, on va te poser la deuxième question, qui est une question sur vraiment une de tes grosses spécialités, hein, qui est le netlinking. Mais du coup, on en profite peut-être pour refaire un petit mot, pour remercier encore une fois le sponsor de la vidéo, qui est Linkuma. Kevin, il me semble que tu utilises aussi. En tout cas, Linkuma, une plateforme de liens pour trouver des liens à très bon prix, accompagnement, possibilité de déléguer aussi. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux. Je les ai Et Kevin, recommandés, bah, je les ai recommandés à un ami qui me demandait, qui me disait mais machin, le linking, comment je fais et tout. J'aurais dit écoute, va les Pas sur voir. Linkuma. Et très content. Voilà, exactement. Surtout sur l'aspect accompagnement en fait. Ça lui a beaucoup plu parce que mon pote ne faisait absolument pas de SEO, il était que sur des ads. À Maurice, il y a beaucoup de gens qui sont très très spécialisés sur les ads. D'ailleurs, son site, il rankait déjà un petit peu, pas trop mal, sur certains mots-clés. Avec, là pour le coup, je le sais et je suis au courant et j'ai vu Search Console et tout, zéro backlink, mais vraiment zéro, aucun. Et uniquement avec le trafic. Et le trafic issu des ads. Alors il y a des gens qui font le raccourci, qui disent ouais, si je fais des ads, je rank bien, mais en fait non, c'est la question de trafic. Si je fais des ads, j'ai du trafic et le trafic me fait ranker. Donc voilà, lui je l'ai envoyé vers Linkuma et ça s'est très bien passé. Magnifique. nickel. Merci pour ce petit retour. Et du coup, toi maintenant, en dehors de cet ami, tu vois, sur un milieu concurrentiel, c'est quoi la stratégie de netlinking que tu conseillerais? Linkuma. Ma strat- Tout le temps. Graphique, C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Linkuma. Alors, c'est simple. Il faut avoir les mêmes liens que les autres et d'autres liens que eux n'ont pas. Voilà, ça c'est tout. Donc, ce qu'il faut avoir évidemment, un lien, il a différentes dimensions. Il y a l'aspect est-ce qu'il est trusté par Google? On sait que les sites Google News, ils ont quand même un petit truc en plus aux yeux de Google. Ils sont un petit peu whitelistés, on va dire. Il y a des différents indices qui existent, que ce soit chez Ahref, le DR, UR, etc., Majestic, TFCF, etc. Ça, c'est quand même pas mal pour qualifier un petit peu si le lien si la page depuis laquelle on fait le lien, elle est de bonne qualité ou pas. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal, mais qui à mon avis permet de voir un tout petit peu un trop faible échantillon, c'est est-ce que le lien est positionné ou pas. Mais bon, il y a plein de liens qui envoient énormément de puissance et qui sont positionnés sur rien du tout. Donc ça, je pense qu'il faut quand même un petit peu se méfier. Là-dessus, voilà. Moi, ce que j'aime bien, le truc, alors, il faut définir domaine concurrentiel. Parce que domaine concurrentiel, si c'est casino, là, on est dans une autre dimension. Hein. On est sur du hack, on est sur ce genre de choses-là. Sinon, allez, on va dire du concurrentiel, semi-concurrentiel. Je vais essayer d'avoir des liens en rencontrant des gens humainement, physiquement en fait. Plutôt que de faire la même chose que tout le monde, je vais essayer en fait d'avoir les liens que les autres ne pourront pas avoir. Parfois je vais discuter avec quelqu'un, ah toi tu fais quoi, tac, machin. Si je vois que les choses elles sont un petit peu complémentaires, ça peut créer un lien et celui-là, c'est impossible, les autres ne peuvent pas l'avoir, ne peuvent pas. Donc ça, il y a cet aspect-là. Évidemment, l'achat de liens, ça reste aujourd'hui en 2025 une base quand même standard, mais voilà, il faut aussi se distinguer avec des liens aussi. Parfois, il y a un truc, on parle de domaine concurrentiel,
Parfois, ça vaut aussi le coup de racheter des sites. Des petits sites qui ne sont pas monétisés ou mal monétisés, racheter des blogs, des trucs de passionnés et tout. Ça peut valoir le coup de racheter et de faire un lien et d'entretenir le truc rien que pour le lien en lui-même. Voilà, et puis ensuite, ça va être mettre le lien partout où on peut. Là, il y a le retour en force de la stratégie sur les forums en fait. Finalement, je vais aller sur un forum, je vais poster mon message. J'attends un petit peu, on me répond, j'attends un petit peu, et puis dans 2 semaines, je vais éditer mon message, je mets mon lien, tac, ni vu ni connu. Ça marche bien, ça marche, hein, on voit les résultats. Je ne baserai pas toute ma stratégie uniquement là-dessus, mais ça marche. Ça marche et les résultats, ils sont là et ils parlent pour eux-mêmes. Il faut juste vérifier que le lien, il va quand même être crawlé régulièrement. Donc là, il faut lui faire en sorte que le lien ne soit pas perdu dans les tréfonds du forum. Voilà, en gros, voilà, en 3 minutes, le truc global par rapport au lien, parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures. Comme tous les sujets, effectivement. Ouais, Tu exactement. as parlé de certains indicateurs, DR, UR, TF, CF. Si tu devais en garder qu'un, tu choisirais lequel? Alors ça, c'est une excellente question, parce que moi, en fait, J'adore cette question. il y a. Ouais, et en fait, moi, justement, je me bats pour pas qu'il y en ait qu'un seul. Parce que je prends les métriques Majestic que je connais très bien. Le problème, c'est que les gens ils disent ouais, le trust flow, il est comme ci, il est comme ça, etc. Mais en fait, le trust flow, et ça, les gens n'en ont pas conscience, il est représentatif à partir d'un certain nombre de domaines. C'est-à-dire que ton trust flow ou ton machin, il peut varier énormément quand tu as simplement 10 referring domaines, 20 referring domaines. Mais tu peux vraiment le faker facilement. Mais quand tu commences à avoir 200, 300, 500 referring domaines, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais alors du coup, à peu près chaque métrique séparément peut se faker, hein. Je vais dire peut-être, et je sais que même ça, en disant ça, ça ne marchera pas forcément, mais si je devais garder qu'un seul indicateur, ce serait celui qui est le moins facilement fakeable, ça va être le nombre de referring domaines dofollow différents. Voilà, ça, là, on commence à être sur quelque chose de difficilement. Enfin non, c'est manipulable, hein, c'est même facile. Enfin, c'est manipulable, mais c'est quand même, ça devient coûteux en fait. Ou sinon, le nombre d'IP référentes. Mais le problème avec les IP référentes, c'est qu'on n'a pas les IP dofollow. Et les IP référentes, il suffit que ton site il soit agrégé sur 50 sites différents. Et donc là, du coup, ça va péter ton indicateur. Mais voilà, le nombre de referring domain dofollow différents, ça, à mon avis, c'est un bon indicateur. Et ensuite, derrière, tu vas qualifier ça avec, moi, j'aime bien TFCF, mais ça peut être également d'autres indicateurs. C'est un truc aussi que je dis souvent, c'est que faut pas chercher le backlink parfait, c'est un peu comme l'appart parfait. Tu vois, on aimerait tous trouver un appart avec rooftop, centre de Paris à 200 balles par mois, mais Ouais. normalement ça n'existe pas, à moins que tu aies un réseau, comme tu as dit, à moins que tu aies des amis qui vont te mettre le lien ou quoi, normalement ça n'existe pas, quoi. Donc faut essayer de trouver le meilleur des mondes. Moi j'aime bien chercher un peu l'humain aussi. Alors que ce soit l'humain sur un site web ou que ce soit l'humain en discutant avec quelqu'un ou autre, en échangeant. Bah là, typiquement, nous, on fait ce podcast. On pourrait faire ensuite un échange de liens, un échange d'articles sur les sites en ajoutant du contenu de qualité derrière, quoi. Vas-y. On lui a déjà annoncé qu'il payait sa présence alors qu'il Le croyait que mec, c'était gratuit. il est invité, il paye, il doit faire des liens. Le pire traquenard, t'as posé sur toi. Magnifique. Mais ouais, ce que tu dis, Lucas, moi je suis hyper d'accord. Ça me fait penser à nos échanges qu'on avait avec Léo. On vous mettra l'épisode. D'ailleurs, on a pas mal parlé de netlinking. Et lui, pareil, il a dépensé plus de 500 000 boules dans du netlinking. Et son constat, au final, à la fin, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire du netlinking. Tu vois, on peut lire des millions de conseils sur LinkedIn, sur Twitter.
Aujourd'hui, il faut juste essayer. Il n'y a pas une personne qui est capable de dire qu'est-ce qu'un vrai bon lien, tu vois. Et même, on l'avait vu avec le leak, tu vois. On n'a pas les pondérations dans le leak, mais par exemple, il parlait de liens existants, enfin, sur un article existant Ouais. ou versus lien sur un contenu neuf. Donc, un article invité qui vient de se publier versus un lien sur un article qui est déjà existant par rapport au fait qu'il préfère un contenu neuf ou un contenu qui vit déjà, tu vois. Il y a plein de pondérations et l'idée, voilà, c'est juste de tester, d'essayer et de varier. Je vois que tu as envie de dire quelque chose. Ouais, bah, je voulais compléter, c'est-à-dire que le lien, en fait, tu peux pas connaître le lien parfait à l'avance, Hmm. mais tu peux le connaître a posteriori. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur indicateur de la qualité d'un lien, Hmm. mais c'est est-ce que ma campagne de lien a eu un impact sur mes Hmm. rankings? Et là, voilà, là c'est bon, terminé. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu attendes 2 mois, 3 mois pour vraiment avoir le truc total. Ça, c'est pour moi le meilleur indicateur. Est-ce qu'il y a eu un impact sur le trafic ou pas? Ça, tu ne peux pas le savoir à l'avance. C'est ça le souci. Ouais, Et ce qui a marché pour un site va peut-être pas marcher pour un autre site. ouais, c'est clair. Et t'as déjà fait ça, par exemple, juste sur, tu prends une page, tu fais rien du tout, c'est-à-dire aucun changement dans le contenu, aucune mise à jour, aucun nouveau lien interne, rien à part que du netlinking. Est-ce que c'est quelque chose que tu testes déjà, que tu as déjà pu tester dans ta carrière, ou tu as pu avoir des retours là-dessus pour en dire un peu plus à Que nos du, auditeurs? que du netlinking, Ouais, c'est c'est-à-dire tu fais un test sur une page, c'est-à-dire que tu fait, n'ajoutes rien du tout, juste le facteur je netlinking. touche pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Ouais, ça, et c'est clair et net que ça marche, ça prend. Et ensuite, bon, bah, plus tu arrives dans un top 10 où il y a des enjeux en matière de comportement utilisateur, plus les règles changent. Ensuite, tu n'as pas forcément celui qui a le plus linké. Enfin, c'était le cas par le passé. Mais maintenant, c'est pas forcément celui qui a le plus bourriné en termes de liens qui va mécaniquement être le premier. Tu vas payer ton entrée dans le top 10. Et là, dans le top 10, ça va être des questions de réputation, de comportement, d'intention utilisateur, etc. Super intéressant. Bah, on va te poser la dernière question de ce podcast ultra riche. Merci à toi. La question, c'est sur l'intelligence artificielle, génération de contenu et intelligence artificielle. Quels sont les conseils que tu donnes, tu vois, quand tu fais une formation là-dessus? Mhm. Bah, alors, pour moi, il y a une mauvaise approche. La mauvaise approche, c'est tout simplement de, de faire un prompt en disant rédige-moi un article de 300 mots sur machin truc. Ça, pour moi, c'est vraiment à chier. C'est à jeter absolument. Il va falloir, à mon avis, vraiment utiliser l'IA comme un sparring partner pour potentiellement faire des allers-retours ou des choses comme ça. Mais l'IA, sa grosse force, c'est qu'elle peut, à partir d'un tout petit contenu, l'extrapoler. Elle va partir d'un truc et il suffit, si tu la chauffes bien, tu peux lui dire, bon ben, dis-moi de quoi on parle dans ce contenu-là, de quoi on a oublié de parler, qu'est-ce qui manque, etc. Donc on prend un petit, elle extrapole. Elle peut également prendre énormément de contenu et le condenser. Donc moi, un truc tout bête en matière de génération de contenu sur l'IA, je vais prendre des vidéos en anglais sur le sujet sur YouTube. Je vais extraire l'audio, je vais le passer dans Whisper ou dans voilà, ce qu'on veut pour avoir le texte en fait. Et là-dessus, je vais demander à l'IA, je vais lui passer un prompt, je vais lui dire fais-moi une analyse de tous ces textes-là. Et puis ensuite, tu fais un prompt comme ça en disant de quoi ça parle, pourquoi, machin, quels sont les points communs qui reviennent systématiquement, qu'est-ce qui a été oublié, fais des liens. Alors, il y a un truc là, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, c'est Notebook LM. Voilà, .google, ça c'est assez violent, c'est assez puissant. Et je pense que ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'il va falloir la feeder énormément. Parce que finalement, une IA, c'est quoi? C'est un prompt et c'est des données d'entrée. Et l'output va dépendre de ces deux choses-là. Et aussi évidemment un modèle. Mais ça, le modèle, on est tous soumis au même truc. Donc, le prompt, c'est assez facile finalement de faire un excellent prompt. Par contre, les données d'entrée, c'est là que tout va se jouer. Et pour moi, la génération de texte avec de l'IA, c'est essentiellement une question de données d'entrée. Qu'est-ce qu'on va lui fournir en données d'entrée? Le dernier petit truc aussi à savoir, à mon avis, les trucs vraiment importants, c'est la notion de zero shot, one shot et few shots. C'est-à-dire lui dire voilà mon prompt. C'est-à-dire que là, il va falloir lui donner des exemples en fait de ce qu'on attend d'elle. On va pouvoir lui prendre un exemple de texte qu'on a déjà rédigé. On va lui prendre un prompt avec des données d'entrée et
ce qu'on attend d'elle. Donc, on a déjà la solution et on va dans une API, en fait, on va faire comme s'il y avait déjà eu un échange. Rédige-moi un texte là-dessus à partir de telle donnée et on lui met déjà le résultat attendu. Donc ça, c'est un one-shot. Alors le zero-shot, c'est ce que tout le monde utilise généralement. On essaye de tout mettre dans le prompt et on se dit, bah, j'espère qu'elle va me faire un bon truc. Alors que le one-shot, c'est lui donner un texte en entrée. Et le few shots, c'est de faire ça sur 2-3 exemples. Et donc ça peut permettre par exemple de copier un style de rédaction particulier. J'ai un ami qui a des sites et lui, il utilise un petit peu de temps en temps des emojis, mais que à des moments très particuliers. Et là, si j'essaye d'avoir une approche zéro shot en lui disant essaie d'utiliser un petit peu des emojis, mais pas trop, ça va être très galère d'obtenir exactement le résultat que je veux. Alors que si je lui montre question, réponse avec exactement la bonne utilisation d'emojis, lors de ma troisième question où je n'ai pas la réponse, elle va pouvoir me faire le contenu vraiment que j'attends. Et ça, c'est un truc en IA, c'est un truc vraiment très 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 puissant. Le few shot, c'est quelque chose qui est connu, que je ne vois pas trop passer nous dans notre sphère à nous SEO, et qui pourtant fonctionne énormément dans d'autres sujets, la classification, toutes ces choses-là. Donc les données d'entrée et 2, l'apprentissage, voilà, un vrai prompt assez costaud. Moi, c'est ça les conseils que je donnerais. Mais l'approche classique qui consiste à dire rédige-moi un article de 300 mots sur tel thème, flemme. C'est un peu le stagiaire en fait, où tu lui dis bah ça c'est pas bien, là ce que tu as fait c'est pas bien, fais mieux. Voilà les vidéos que tu dois regarder avant de créer le contenu, ce genre de truc, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. C'est ça, c'est comme on le répète tout le temps, c'est peut-être un conseil bateau, mais c'est pas un remplaçant, c'est un assistant. Et c'est clairement ce que tu as dit ici. Et c'était Vincent Terrazi qui dit ça, il n'y a pas de mauvaise IA, il n'y a que des mauvais profs. Tu vois. C'est-à-dire que si tu n'es pas satisfait du résultat qui sort, c'est que tu l'as pas assez contraint, c'est que tu l'as pas assez donné d'infos, c'est que tu l'as pas assez nourri. Et si tu te plains, c'est que le problème c'est toi, tu vois, c'est que tu n'as pas été assez bon prof. Et je trouve ça fait tellement sens. Ouais, d'accord. En tout cas, je pense qu'on a bien nourri les auditeurs là avec l'épisode le plus long de la saison. Donc c'était un plaisir. Bah, merci Kevin, hein, c'était top. Merci beaucoup. Franchement, merci pour l'invitation. J'ai kiffé, hein, c'était génial. Et puis passe à la Réunion quand tu veux. Et puis moi pareil, je passais à Maurice. Ce serait cool de se voir. En principe, je vais passer dans pas trop longtemps à la Réunion. On doit se voir. Trop bien, trop bien, trop bien. Merci à tous, à très vite. Ciao, ciao. Salut à tous.